En février 2025, une étude publiée a, surprise, révélé quelque chose que Jung avait cartographié dès 1921. Les neurosciences ont enfin prouvé que l'amour véritable a une signature cérébrale spécifique. Ce n'est pas un sentiment vague, ce n'est pas une chimie aléatoire, c'est un schéma neurologique détectable, mesurable, inconfondible. Et Huberman a validé chaque détail que Jung avait décrit il y a plus de 100 ans. Le problème, c'est que vous avez été programmé pour confondre l'attraction avec l'amour, la dopamine avec l'ocytocine, la projection avec une connexion réelle. Et cette confusion n'est pas un accident, c'est une conception. Car si vous connaissiez les signaux neurologiques de l'amour véritable, vous arrêteriez d'accepter des substituts bon marché, vous arrêteriez d'investir dans les mauvaises personnes, vous arrêteriez de gaspiller des années dans des relations que votre cerveau sait déjà être une illusion. Jung a découvert les schémas psychologiques de l'amour véritable des dizaines d'années avant l'existence de l'imagerie par résonance magnétique. Il n'avait pas la technologie pour scanner les cerveaux, mais il avait quelque chose que les neuroscientifiques modernes ont oublié, une compréhension profonde de la psyché humaine. Et ce qu'il a cartographié, c'est exactement ce que Huberman confirme maintenant avec des données scientifiques. Voici la mystérieuse vérité qui va dissoudre quelque chose en vous. Il existe des signaux spécifiques que votre cerveau montre lorsqu'il rencontre l'amour véritable. Et ces signaux sont complètement différents des signaux d'attraction superficielle, différents de la passion basée sur le besoin, différents de l'attachement par peur de la solitude. Et lorsque vous apprenez à lire ces signaux, vous ne confondrez plus jamais l'or avec le verre. Respirez profondément. Parce que dans les prochaines minutes, vous allez apprendre ce que les universités cachent, ce que les thérapeutes n'enseignent pas, ce que les applications de rencontres sarcastiques ignorent délibérément. La neuroscience de l'amour véritable validant la psychologie des profondeurs de Jung. Et quand vous voyez cela, quand vous comprenez vraiment les marqueurs cérébraux qui indiquent une connexion réelle, vous gagnez un super pouvoir que peu possèdent, la capacité de distinguer entre la personne juste et une illusion convaincante. En août 2025, des chercheurs de UC Berkeley ont mené une expérience fascinante. Ils ont bloqué les récepteurs d'ocytocine chez des souris. Résultat, les souris normales forment une préférence de partenaire en 24 heures. Celles sans récepteur d'ocytocine ont mis une semaine. Mais voici le détail que personne ne mentionne. Quand elles ont finalement formé une préférence, c'était une connexion plus profonde que les normales, parce qu'elle n'était pas basée sur un pic rapide de chimie. Elle a été construite lentement à travers une reconnaissance génuine. Jung appelait cela la reconnaissance de l'anima ou de l'animus, l'aspect contre-sexuel interne projeté sur l'autre. Ce n'est pas une attraction superficielle, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est votre inconscient reconnaissant dans l'autre la personne qui complète des parties que vous ne saviez même pas exister. Et Huberman a confirmé cela en montrant que l'amour véritable active des zones cérébrales complètement différentes de la simple attraction. Réfléchissez avec moi. Quand vous ressentez une attraction initiale pour quelqu'un, votre cerveau libère de la dopamine. C'est le même neurotransmetteur libéré quand vous mangez du chocolat, quand vous gagnez de l'argent, quand vous recevez un like sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un signal d'amour, c'est un signal de récompense. Vous en voulez plus, vous poursuivez, vous obsédez. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la désaddiction. Huberman a révélé dans son épisode sur la science de l'amour avec l'anthropologue Hélène Dubois qu'il existe une différence cruciale entre le désir, l'attraction et l'attachement. 3 systèmes distincts, 3 chimies différentes, 3 objectifs évolutifs séparés. Et la culture romantise la dopamine en pensant que c'est de l'amour. Mais la dopamine, c'est juste la phase 1. Si une relation n'évolue pas vers l'ocytocine, vers la vasopressine, vers l'activation du système d'attachement véritable, ce n'est rien de plus qu'une addiction émotionnelle déguisée en romance. Voici le premier signal d'amour véritable que Jung a cartographié et que Huberman a validé. Vous arrêtez d'idéaliser la personne. Au début de toute attraction, il y a de l'idéalisation.
Vous ne voyez que les qualités positives. Vous ignorez les défauts. Vous créez une fantaisie mentale de qui est la personne. La dopamine élevée distord la perception. C'est un mécanisme évolutif pour vous faire reproduire, mais ce n'est pas de l'amour réel. L'amour véritable, disait Jung, commence quand vous voyez l'ombre de la personne et choisissez d'aimer malgré tout. Pas malgré les défauts, mais en les incluant. Vous voyez la personne entière, les parties lumineuses et les sombres, les talents et les blessures, les vertus et les névroses. Et il y a tout de même une reconnaissance profonde. Ça, c'est vous, cette personne imparfaite, réelle. Huberman a confirmé cela neurologiquement. Dans une étude d'août 2025 avec Léa Garnier, une thérapeute spécialisée dans les relations, il a expliqué comment les expériences initiales façonnent nos schémas d'attachement. Les personnes avec un attachement sécurisé parviennent à voir leur partenaire de manière réaliste, sans perdre l'amour. Les personnes avec un attachement anxieux ou évitant oscillent entre l'idéalisation et la dévalorisation. Elles ne voient jamais la personne comme elle est vraiment. Et sans voir la personne réelle, il n'y a pas d'amour véritable, il n'y a que de la projection. Le deuxième signal neurologique de l'amour véritable, c'est l'intégration de l'ombre mutuelle. Jung était obsédé par le concept d'ombre. Les parties de nous que nous nions, que nous réprimons, que nous cachons. Et il a découvert quelque chose de perturbant. Nous tombons amoureux des personnes qui portent notre ombre. Si vous réprimez la colère, vous allez être attiré par une personne qui exprime la colère librement. Si vous niez votre vulnérabilité, vous allez être fasciné par quelqu'un d'émotionnellement ouvert. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la psyché qui essaie de se compléter. Mais voici le tournant. L'attraction basée sur l'ombre peut aller dans deux directions. Soit vous intégrez l'ombre à travers la relation et vous grandissez, soit vous projetez l'ombre sur l'autre et vous finissez par haïr chez eux ce que vous niez en vous. La différence entre ces deux trajectoires, c'est l'amour véritable versus l'illusion. Dans l'amour véritable, vous commencez à intégrer les qualités que vous admiriez chez l'autre. Si vous étiez contrôlé et qu'elle était spontanée, vous apprenez la spontanéité. Si elle était chaotique et que vous étiez organisé, elle apprend la structure. Il y a un échange réel, une croissance mutuelle. Et neurologiquement, Huberman a montré, cela se manifeste comme un changement dans l'activité du cortex préfrontal. Vous reconstruisez littéralement des schémas neuronaux à travers l'intimité avec la bonne personne. Mais quand ce n'est pas de l'amour véritable, quand ce n'est que de la projection, vous finissez par rejeter chez l'autre ce que vous niez en vous. La spontanéité qui vous attirait devient une irresponsabilité irritante. L'organisation qu'elle admirait devient une rigidité suffocante. Ce n'est pas que la personne a changé, c'est que la projection est tombée. Et sans amour réel en dessous de la projection, il ne reste que du ressentiment. Le surprise, troisième signal de l'amour véritable, c'est le plus contre-intuitif. Vous vous sentez plus vous-même. La culture vend l'idée que l'amour véritable vous transforme, vous complète, vous fait devenir une personne différente. Mais Jung savait que c'est un mensonge dangereux. L'amour véritable ne vous complète pas, il vous révèle. Vous étiez déjà complet, vous étiez juste caché. Et la bonne personne, c'est un miroir qui reflète qui vous êtes vraiment, sans les masques que vous utilisez pour survivre dans le monde. Huberman a parlé de cela dans l'épisode avec Jacques Dubois, un psychanalyste jungien, en mai 2024. Jacques Dubois expliquait que beaucoup de personnes entrent en relation pour fuir leur propre reflet, pour éviter de se confronter à leur propre ombre, pour avoir quelqu'un qui les distrait de la solitude existentielle. Mais cela crée des relations basées sur un dégoût névrotique et non sur l'amour véritable. Et neurologiquement, les relations basées sur le besoin vous maintiennent dans un état chronique d'activation de l'amygdale. Vous êtes toujours anxieux,
toujours avec la peur de perdre, toujours en mode de survie émotionnelle. L'amour véritable a l'effet opposé. Il réduit l'activité de l'amygdale. Il augmente l'activité du système parasympathique. Vous vous relaxez, pas parce que vous êtes validé extérieurement, mais parce que la bonne personne crée un espace sécurisé où vous pouvez baisser vos défenses, où vous pouvez être authentique sans peur du jugement. Et neurologiquement, c'est détectable. C'est un changement réel dans la façon dont votre cerveau fonctionne en présence de cette personne. Le quatrième signe de l'amour véritable que Jung a cartographié, c'est la synchronicité. Il a inventé ce terme pour décrire des coïncidences significatives qui défient la probabilité statistique. Et il a observé que les personnes en amour véritable expérimentent des synchronicités fréquentes. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est quelque chose que les neuroscientifiques commencent à comprendre. Quand deux cerveaux sont profondément connectés, il y a une synchronisation neurale, littéralement. Des études de 2024 ont montré que les couples, dans des relations saines, développent des schémas confirmés d'activité cérébrale. Quand l'un ressent quelque chose, l'autre le ressent fréquemment, simultanément, même sans communication verbale. Cela n'arrive pas dans les relations superficielles. C'est la marque d'une connexion romantique. Jung disait que la synchronicité indique un alignement de l'inconscient collectif. Huberman dirait qu'elle indique une synchronisation des réseaux neuronaux à travers une exposition prolongée et une intimité émotionnelle. Les deux décrivent le même phénomène, seulement avec des langages différents. Et le résultat pratique, c'est que vous commencez à penser à la personne et elle vous appelle. Vous faites un rêve à son sujet et elle a fait un rêve similaire. Vous sentez que quelque chose ne va pas et vous découvrez qu'elle était en danger. Ce n'est pas de la télépathie, c'est une synchronisation cérébrale confirmée. Le cinquième signe de l'amour véritable est le plus scientifique. Votre cerveau libère de l'ocytocine consistamment en présence de la personne. Pas un pic rapide suivi d'une chute, mais une libération soutenue qui dure des années, des décennies même. Une étude de février 2025 sur la base moléculaire de l'amour a confirmé que les relations durables maintiennent des niveaux élevés d'ocytocine et de vasopressine, même après que la phase initiale de passion soit passée. C'est complètement différent de l'attraction basée seulement sur la dopamine. La dopamine crée un pic intense qui, inévitablement, diminue. C'est pourquoi la passion initiale diminue toujours. Ce n'est hopeful pas parce que l'amour est fini, c'est parce que la dopamine s'est normalisée. Si la relation était basée seulement sur la dopamine, elle se termine. Si elle était basée sur l'oxytocine véritable, sur la reconnaissance profonde de l'anima ou de l'animus jungien, elle continue. Et en fait, elle s'approfondit avec le temps. Voici le revirement qui va changer la façon dont vous voyez les relations. L'amour véritable n'est pas un sentiment, c'est une reconnaissance. Jung disait que lorsque vous trouvez l'anima ou l'animus projeté sur une personne réelle, il y a une sensation de déjà connaître cette personne. Ce n'est pas un déjà-vu superficiel, c'est une reconnaissance viscérale. Quelque chose dans votre inconscient identifie quelque chose dans son inconscient. Et il y a un clic qui transcende la logique. Huberman a validé cela neurologiquement. Dans un épisode avec Léa Garnier en août 2025, il a expliqué que les personnes avec un schéma d'attachement sécurisé rapportent fréquemment une sensation de familiarité quand elles rencontrent le partenaire idéal. Pas parce qu'elles sont similaires superficiellement, mais parce qu'il y a une compatibilité profonde dans les schémas d'attachement, dans les systèmes de valeurs, dans la façon dont elles traitent l'émotion. Et le cerveau détecte cela avant l'esprit conscient. Votre système limbique, votre amygdale, votre cortex singulaire antérieur, toutes ces structures scannent constamment l'environnement social pour détecter la sécurité versus la menace.
Et quand il trouve une personne avec qui il y a une compatibilité profonde, il y a une réponse neurologique spécifique. Réduction du cortisol, augmentation de l'oxytocine, activation des circuits de récompense, non pas par la nouveauté, mais par la sécurité. C'est complètement contre-intuitif. La culture vous a enseigné que l'amour véritable est excitant, Imprévisible, intense, mais neurologiquement, l'amour véritable est calme, stable, prévisible, dans le meilleur sens. Ce n'est pas de l'ennui, c'est la paix. Et un cerveau qui a passé toute une vie en mode de survie émotionnelle se relaxe finalement parce qu'il a trouvé une sécurité générale. Le 6e signe de l'amour véritable que Jung a cartographié est la dissolution de l'ego. Au début de toute relation, il y a une négociation des égos. Qui a le plus de pouvoir? Qui cède le plus? Qui contrôle la dynamique? C'est normal. Mais dans une relation basée sur l'amour véritable, cette bataille se dissout éventuellement. Pas parce que quelqu'un a gagné, mais parce que les deux ont réalisé qu'il n'y a pas de bataille réelle. L'ego était une illusion. Et en présence de la bonne personne, l'ego se relaxe. Huberman a décrit cela neurologiquement sans utiliser la terminologie jungienne. Il a parlé de la désactivation du réseau du mode par défaut pendant les moments de connexion profonde. Le réseau du mode par défaut est un ensemble de zones cérébrales actives quand vous pensez à vous-même, à votre passé, à votre futur, à vos préoccupations, à votre ego, basiquement. Dans les relations superficielles, le réseau du mode par défaut reste hyperactif. Vous êtes constamment en train de vous comparer, de vous protéger, de calculer comment vous présenter. Mais dans l'amour véritable, le réseau du mode par défaut se calme. Vous arrêtez de penser à vous, vous arrêtez de vous surveiller, vous arrêtez de performer. Et vous êtes simplement présent avec la personne. Neurologiquement, c'est une libération profonde. Psychologiquement, Jung appellerait cela une dissolution temporaire de l'ego en présence du soi. Et voici le signe final, ce qui sépare l'amour véritable de toutes les imitations. Vous voulez le bien de la personne plus que vous ne voulez la personne. Laissez cela s'imprégner. L'amour névrotique est désespéré, possessif. Je te veux, j'ai besoin de toi, tu me complètes. L'amour véritable est libérateur. Je veux ton bien, même si cela signifie que tu choisisses un chemin différent, même si cela signifie que tu grandisses au-delà de moi. Jung disait que l'amour mature, c'est quand vous aimez la personne, non pas pour ce qu'elle vous donne, mais pour ce qu'elle est. Et vous voulez qu'elle réalise son potentiel maximum, même si cela ne vous bénéficie pas directement. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est la reconnaissance que vous et elle êtes des expressions différentes de la même conscience universelle. Son bien est votre bien, sa croissance est votre croissance. Parce qu'au niveau le plus mystérieux, profond, il n'y a pas de séparation réelle. Huberman a confirmé cela neurologiquement, en montrant que dans les relations saines, voir le partenaire heureux active le même circuit de récompense que votre propre bonheur. Neurologiquement, le cerveau arrête de distinguer entre son bien-être et votre bien-être. Il y a une superposition neurale, et cela n'arrive que dans des connexions profondes, basées sur l'oxytocine véritable et une synchronisation cérébrale prolongée. Alors, comment savoir si c'est l'amour véritable? Vous voyez la personne dans son entièreté, y compris son ombre. Vous intégrez les qualités que vous projetiez sur elle. Vous vous sentez plus authentique et non moins. Il y a une synchronicité fréquente, de l'oxytocine durable et pas seulement de la dopamine passagère. Une reconnaissance profonde et pas seulement de l'attraction. L'ego se dissout en sa présence, et vous voulez son bonheur plus que vous ne voulez la posséder. Mais voilà ce que, sarcastique, personne ne vous dit. La plupart des gens ne ressentent jamais ces signaux.
Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail intérieur nécessaire pour reconnaître l'amour véritable quand il se présente. Jung était sérieux sur ce point. Il disait que vous ne pouvez pas reconnaître la complétude chez l'autre si vous croyez encore que vous êtes incomplet. Vous ne pouvez pas voir l'ombre de la personne clairement si vous n'avez pas intégré votre propre ombre. Vous ne pouvez pas former un attachement sécurisé si vous portez encore des traumatismes non résolus. Et Huberman a confirmé cela neurologiquement. Dans un épisode sur les relations avec Léa Garnier en août 2025, il a expliqué que les schémas d'attachement formés dans l'enfance façonnent littéralement les structures cérébrales. Les personnes ayant un attachement anxieux ont une amygdale hyperactive. Les personnes ayant un attachement évitant ont un cortex préfrontal trop suppressif. Et ces schémas ne changent pas automatiquement lorsque vous rencontrez la bonne personne. Vous devez vous reconnecter consciemment. Voici le protocole hybride qui unit Jung et Huberman. Cela commence par le travail de l'ombre chaque jour. 10 minutes d'écriture libre sur ce qui vous irrite chez les autres. Jung a découvert que l'irritation est une projection. Si quelque chose chez l'autre vous dérange démesurément, c'est parce que vous voyez votre ombre reflétée. Écrivez à ce sujet. Ne jugez pas. Observez simplement. Et demandez-vous, cette qualité que je déteste chez elle, existe-t-elle en moi de manière refoulée? Neurologiquement, le journaling active le cortex préfrontal et réduit l'activité de l'amygdale. Huberman a montré que l'écriture expressive, pendant 15 à 20 minutes, réduit le cortisol, améliore la régulation émotionnelle et augmente la clarté cognitive. Vous êtes littéralement en train de reconnecter les circuits qui vous maintiennent prisonniers de vos anciens schémas. Et quand vous combinez cela avec la perspicacité jungienne sur la projection, vous accélérez le processus d'intégration de l'ombre de manière dramatique. Deuxième étape du protocole, l'exposition à la lumière solaire dans les premières heures de la journée. Huberman est obsédé par cela, et il y a une connexion profonde avec les archétypes jungiens. Le soleil représente la conscience, la lumière, ce qui est visible. Lorsque vous exposez vos yeux à la lumière solaire tôt le matin, vous ne faites pas que réguler votre rythme circadien. Vous amenez symboliquement l'inconscient à la conscience. Vous dites à votre cerveau « il est temps de se réveiller », de voir clairement. Jung utiliserait un langage différent, mais il décrirait le même processus, le mandala solaire, symbole de complétude, centre du soi. Lorsque vous vous orientez vers la lumière solaire chaque matin, vous vous alignez sur l'archétype de la conscience expansée. Et neurologiquement, cela augmente la dopamine basale, améliore l'humeur, réduit l'anxiété. Vous devenez plus capable de reconnaître l'amour véritable quand il se présente parce que vous n'opérez pas à partir d'un lieu de pénurie émotionnelle. Troisième étape du protocole, le travail avec les rêves. Jung disait que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Et il avait raison, mais pas de la manière mystique dont le New Age l'interprète. Les rêves sont le traitement nocturne des expériences émotionnelles. C'est la façon dont le cerveau organise les souvenirs, intègre les traumatismes, organise les conflits internes. Alors, chaque matin, avant de prendre votre téléphone, avant de vérifier vos emails, écrivez ce dont vous avez rêvé. Vous n'avez pas besoin d'interpréter symboliquement. Enregistrez simplement. Et au fil du temps, des schémas émergent. Vous remarquez des thèmes récurrents, des peurs répétées, des désirs cachés. Et cela vous donne une carte de votre inconscient, une carte que Jung dirait être essentielle pour l'individuation, une carte que Huberman dirait être essentielle pour la neuroplasticité autodirigée. Quatrième étape du protocole, l'exposition au froid. Huberman a popularisé cela, mais il y a une connexion mystérieuse avec le concept jungien de confrontation avec l'ombre. Lorsque vous entrez dans l'eau froide ou prenez une douche froide, chaque fibre de votre être veut fuir. C'est un inconfort intense.
Biologiquement, vous activez une réponse de stress aigu. L'adrénaline monte en flèche, le cortisol augmente, le corps entre en mode de survie. Mais si vous respirez à travers cela, si vous restez dans l'eau froide, même quand tout crie de sortir, quelque chose change neurologiquement. Vous comprenez que vous pouvez tolérer l'inconfort sans fuir. Et c'est exactement ce que l'intégration de l'ombre requiert. La capacité de regarder les parties de vous qui sont inconfortables, effrayantes, indésirables, et de ne pas fuir, d'observer simplement, d'être simplement présent avec ce qui est. Huberman a mesuré cela. L'exposition régulière au froid augmente la dopamine basale jusqu'à 250%, améliore la régulation émotionnelle, réduit l'anxiété de base, augmente la force de volonté. Tous ces avantages vous aident également à reconnaître l'amour véritable, parce qu'une personne anxieuse, avec une faible dopamine, avec une mauvaise régulation émotionnelle, confond n'importe quelle attention avec de l'amour. N'importe quelle validation devient un besoin. Mais une personne avec un système nerveux régulé peut faire la distinction, peut dire non à un substitut bon marché parce qu'elle sait qu'elle mérite de l'or véritable. 5e étape du protocole, l'imagination active. Jung a développé cette technique pour dialoguer avec l'inconscient. Vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous permettez aux images de surgir spontanément. Sans forcer, vous observez simplement. Et, fréquemment, des figures archétypiques apparaissent. Le vieil homme sage, l'enfant blessé, l'ombre menaçante. Et vous pouvez dialoguer avec ces figures, demander ce dont elles ont besoin, ce qu'elles essaient de communiquer. Neurologiquement, Huberman a étudié quelque chose de similaire appelé le réseau du mode par défaut. C'est l'activité cérébrale lorsque vous n'êtes pas concentré sur une tâche externe, lorsque votre esprit vagabonde. Et des recherches de 2024 ont montré que les personnes qui méditent régulièrement ont un réseau du mode par défaut plus synchronisé, plus cohérent, et cela est corrélé avec une meilleure intégration des expériences émotionnelles. L'imagination active est une méditation dirigée jungienne. Vous accédez aux mêmes réseaux neuronaux que le réseau du mode par défaut, mais avec une intention psychologique spécifique. Intégrez le contenu inconscient. Et quand vous faites cela régulièrement, les schémas névrotiques commencent à se dissoudre. Vous arrêtez de répéter les mêmes erreurs dans les relations. Vous arrêtez d'attirer les disgoûtés mêmes types problématiques, parce que vous avez finalement traité le matériel inconscient qui vous sabotait. 6e étape du protocole, la supplémentation stratégique basée sur le sexe biologique. Huberman en parle beaucoup. Les hommes bénéficient du maintien d'une testostérone saine. Les femmes bénéficient de l'équilibrage des œstrogènes et de la progestérone. Et il y a une connexion mystérieuse avec les concepts jungiens d'animus et d'anima. L'animus est l'aspect masculin dans l'inconscient féminin. L'anima est l'aspect féminin dans l'inconscient masculin. Et Jung disait que l'intégration de ces aspects est cruciale pour une psyché saine. Un homme qui nie son anima devient trop rigide. Une femme qui nie son animus devient trop passive. L'équilibre est la clé. Neurologiquement, les hormones sexuelles affectent profondément le cerveau. La testostérone augmente la confiance, l'assertivité, la tolérance au risque. L'œstrogène améliore l'empathie, la communication émotionnelle, l'intuition sociale. Ce ne sont pas des stéréotypes, ce sont des réalités biologiques. Et quand vous optimisez vos hormones grâce à un sommeil adéquat, une nutrition correcte, une exposition au soleil, un exercice de résistance, vous préparez neurologiquement votre cerveau à reconnaître et à maintenir l'amour véritable. Et voici la synthèse que personne ne fait. Jung plus Huberman ne sont pas opposés. Ce n'est pas une compétition. Ce sont des couches complémentaires de la même carte. Jung a cartographié la psyché. Huberman traduit cette carte en langage neuroscientifique. Et quand vous combinez la profondeur psychologique de Jung avec la précision scientifique de Huberman, vous obtenez un protocole complet pour une transformation réelle.
Vous venez de découvrir ce que les universités n'enseignaient pas, les 7 signes neurologiques de l'amour véritable que Jung a cartographiés et que Huberman a validés. Et vous avez vu le protocole hybride pour préparer votre cerveau et votre psyché à reconnaître une connexion réelle quand elle apparaît. Ce n'est pas une théorie vide, ce sont des outils basés sur 100 ans de psychologie des profondeurs et des décennies de neurosciences modernes. Cette chaîne existe pour établir ces connexions que personne d'autre ne fait. Unir la sagesse de Jung avec la validation de Huberman. Montrer que la psychologie des profondeurs et les neurosciences modernes ne sont pas en compétition. Elles se complètent. Et quand vous comprenez les deux, vous obtenez une carte complète de la transformation humaine. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Continuez à faire ces connexions que l'Académie ignore. Continuez à révéler ce qui est caché derrière la compartimentalisation académique. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine révélation qui va dissoudre une illusion de plus. Vous n'êtes pas un consommateur passif de contenu d'auto-assistance générique, vous êtes un chercheur de vérité. Et chaque contribution accélère votre voyage et celui de tous ceux qui vont trouver cette vidéo. Alors, comment vivez-vous cela dans la pratique? Premièrement, arrêtez de confondre la dopamine avec l'amour. Si vous ressentez cette urgence addictive, cette pensée obsessive, cette peur intense de perdre la personne, ce n'est pas de l'amour véritable, c'est la chimie de la récompense. Cela peut évoluer vers l'amour, mais au début, ce n'est que de l'attraction neurologique. Reconnaissez cela. Ne construisez pas votre vie sur un pic de dopamine. Deuxièmement, faites le travail de l'ombre avant de vous engager dans une relation sérieuse. Écrivez sur ce qui vous irrite chez les autres. Recherchez des schémas. Demandez-vous où ces qualités existent en vous. Refoulez. Et commencez à intégrer. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez projeter votre ombre sur votre partenaire. Et vous finirez par le détester pour porter ce que vous niez. Troisièmement, observez si vous vous sentez plus authentique ou moins en présence de la personne. L'amour véritable révèle qui vous êtes réellement. L'amour faux vous force à jouer une version éditée de vous-même. Si vous cachez constamment des parties de vous, ce n'est pas de l'amour véritable. C'est la peur du rejet, déguisée en romance. Quatrièmement, faites attention aux synchronicités. S'il y a une fréquence étrange de coïncidences significatives, cela peut être le signe d'une synchronisation neuronale profonde. Cela n'arrive pas à tout le monde. C'est la marque d'une connexion rare. Cinquièmement, surveillez l'oxytocine versus la dopamine. La dopamine vous donne envie de plus. L'oxytocine vous fait vous sentir en sécurité. Si une relation n'est que dopamine, c'est de l'addiction. Si elle évolue vers l'oxytocine soutenue, cela peut être de l'amour véritable. Et vous connaissez la différence par ce que vous ressentez. La dopamine est l'urgence, l'oxytocine est la paix. Sixièmement, voyez s'il y a une dissolution de l'ego. Arrêtez-vous de vous soucier autant de la façon dont vous êtes perçu. Arrêtez-vous de calculer chaque mot. Arrêtez-vous de jouer un rôle. C'est le signe d'une sécurité neurologique. Le signe que votre système limbique s'est relâché, parce qu'il a détecté une personne sûre. Et septièmement, le plus important, posez-vous la question, est-ce que je veux le bien de cette personne plus que je ne veux la personne? Si la réponse est oui, si vous voulez genuinement qu'elle réalise son potentiel maximal, même si cela signifie qu'elle grandit au-delà de vous, c'est de l'amour mûr. C'est ce que Jung appellerait l'amour individué. C'est ce que Huberman montrerait neurologiquement comme une désactivation des circuits égoïques et une activation de l'empathie véritable. Les signes neurologiques de l'amour véritable sont détectables, mesurables, inconfondables. Jung les a cartographiés psychologiquement, Huberman les a validés scientifiquement. Et maintenant, vous avez les deux perspectives, la carte psychologique et la validation neurologique. Utilisez cela. Arrêtez d'accepter des substituts bon marché. Arrêtez de confondre l'addiction avec l'amour. Arrêtez de construire votre vie sur une projection qui va inévitablement s'effondrer.
Parce que l'amour véritable existe. Ce n'est pas un fantasme romantique, ce n'est pas un conte de fées, c'est un phénomène psychologique et neurologique réel qui se produit lorsque deux personnes émotionnellement matures, avec des ombres partiellement intégrées, avec des systèmes nerveux régulés, se reconnaissent profondément. Et quand cela arrive, ce n'est pas une explosion de dopamine qui disparaît en quelques mois, c'est une construction lente d'oxytocine qui dure des décennies. C'est une synchronisation neuronale qui s'approfondit avec le temps. C'est une paix qui grandit au lieu de diminuer. Jung a dessiné la carte psychologique de l'amour véritable il y a plus de 100 ans. Huberman traduit cette carte dans le langage des neurosciences modernes. Et vous avez accès aux deux. Ne gaspillez pas cela en cherchant une validation superficielle. Ne vous contentez pas de chimie vide. Vous méritez une connexion réelle. Votre cerveau le sait, votre inconscient le sait, et maintenant, votre esprit conscient le sait aussi. Maintenant, dites-moi, lequel de ces signes avez-vous déjà expérimenté? La reconnaissance profonde, l'intégration de l'ombre, la synchronicité? Ou réalisez-vous maintenant que ce que vous pensiez être de l'amour n'était que de la dopamine déguisée? Partagez dans les commentaires, parce que reconnaître un schéma est la première étape pour le changer, et peut-être que votre histoire aidera un autre à distinguer l'or du vert.